à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du lundi 15 avril. Il est 15h46 et les indices américains viennent d'ouvrir. On entame une semaine technique intéressante des séances des marchés dérivés du mois d'avril qui se tiendra donc vendredi prochain. Et en attendant, on a un intérêt un peu moyen et un trading range qui est bien balayé par de la spéculation pour l'instant. Pas beaucoup d'intérêt, même si les indices sont entrés en consolidation depuis quelques semaines maintenant. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Merci de le faire et de continuer, ça nous aide beaucoup et ça permet de continuer à proposer ces contenus et d'être mieux référencés comme toujours. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à activer les notifications pour recevoir la mise à jour des différentes vidéos et des différentes informations qu'on peut publier. Et puis, pensez aussi à vous abonner à nos comptes Twitter respectifs sur lesquels vous retrouvez les suivis, les différentes publications dans les médias et puis éventuellement des signaux intéressants. On va entamer ce début de semaine donc avec un calendrier qui va être un peu intéressant. Le début de la micro qui commence, hein. C'était un peu mitigé pour le secteur bancaire avec quelques trous d'air, notamment pour JP Morgan la semaine dernière. On va avoir une semaine, je reprends le calendrier, qui va être intéressante, plutôt en France d'ailleurs, puisque aux États-Unis ça va vraiment commencer la semaine prochaine. Pour cette semaine, on vient d'avoir la publication des ventes au détail, très supérieure au consensus, 1,1%, donc ventes au détail aux États-Unis, 1,1% contre plus 0,5 attendu, ça a fait payer les futurs. En séance, c'est un peu mitigé. Je crois moyennement à ce rebond actuel. Encore une fois, au mieux on est dans un trading range, au pire ça consoliderait de façon un peu plus marquée. Reste qu'on a ce consensus quasiment unanime qui veut acheter sur repli. Tout le monde attend une consolidation, donc il va falloir quelque chose de fort pour faire baisser ce marché. Et on va le voir ensemble. Manifestement, ça s'oriente plutôt pour se déclencher après l'échéance des marchés dérivés, puisque notamment, là je fais une petite digression directement du côté des positions ouvertes sur les marchés dérivés, sur les options, on s'est couvert à nouveau et on est plutôt passé d'une grosse complaisance à un niveau de prudence, un ratio de couverture plus qu'équilibré, même limite prudent. Et maintenant, en Europe en tout cas, donc on a des opérateurs qui sont beaucoup plus vigilants et qui ont bien tenu compte des petits warnings baissiers et notamment effectivement de la détention pour la situation au Moyen-Orient. Donc pour l'instant, prudence accrue de la part des investisseurs. Marché qui est en consolidation molle avec bien beaucoup d'opérateurs qui veulent acheter sur repli et ce consensus est bien pour l'instant bloque toute initiative et tout repli et permet même des rebonds qui sont à mon sens pas très étayés, on va le voir, mais qui sont intéressants. Donc vente au détail, résultat de Goldman Sachs aujourd'hui aux États-Unis, demain mardi, PIB en Chine, Ziu en Allemagne, ZEV d'ailleurs on doit dire paraît-il, en Allemagne, donc du sentiment économique, et puis la production industrielle aux États-Unis, et demain on aura les publications d'LVMH, celle qui va ouvrir le bal des publications en France. La première des valeurs du CAC a publié, donc c'est évidemment important pour le secteur du luxe, elle paye aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anticipation? Attention aux déceptions. Moi, encore une fois, vous savez que le secteur sous-performe en ce moment, ce qui veut dire, et on va le voir qu'en force relative, le secteur sous-performe, ça veut dire que les grosses mains sont moins longs de ce secteur-là aujourd'hui et ont plutôt tendance à le vendre. Si on veut le regarder sous forme de panier de valeur, on va le faire d'ailleurs, tiens, ce sera une bonne idée. Je me le note pour vous le montrer dans le luxe en ETF, on va les regarder ensemble et vous allez voir que ça sous-performe et ça c'est un signe que pour l'instant les grosses mains n'en veulent pas. Et puis demain il y aura Bank of America et Morgan Stanley qui publieront aux États-Unis. Mercredi, chiffre d'inflation en Europe et puis le livre beige de la Fed, c'est le livre préparatoire qui est donné aux membres de la Fed, la Banque centrale américaine, 15 jours avant la réunion. C'est le livre sur lequel ils vont travailler, dans lequel ils vont prendre les éléments économiques pour faire évoluer leur politique monétaire. Donc c'est important évidemment. Et puis on aura mercredi la publication d'ASML. Jeudi, l'indice de la Fed de Philadelphie. Et puis grosse journée de publication à Paris avec L'Oréal, Essilor, Danone, Pernod, Edenred. Et voilà, j'en oublie pas pour Paris. Et puis il y aura Netflix aux États-Unis. Donc c'est jeudi, notre grosse journée de publication. Et puis vendredi, échéance des 3 sorcières. Donc c'est pas une échéance majeure, c'est l'échéance du mois d'avril. Donc il y aura Procter & Gamble qui publiera aussi, échéance du mois d'avril, et cette échéance c'est donc le 3e vendredi du mois comme toujours, à midi Eurostoxx, donc entre 11h50 et midi, échéance de l'Eurostoxx, à midi le cours de compensation, 13h c'est l'échéance du DAX, et puis 16h l'indice CAC 40, donc qui arrivera à son terme pour l'échéance du mois d'avril. Alors je rappelle que
cette échéance, ça n'entraîne pas nécessairement le nom de sorcière, n'entraîne pas nécessairement des mouvements violents et brutaux sur les marchés. C'est pas toujours le cas, et statistiquement d'ailleurs, c'est moins le cas enfin, c'est plus souvent plus calme que ça n'est volatile, mais si les contraintes techniques qui font que les arbitragistes, qui n'ont pas d'intérêt directionnel fort, ont des contraintes techniques au fur et à mesure et qui sont accentuées au fur et à mesure qu'on approche de l'échéance. Plus on va approcher de l'échéance, plus pour équilibrer leur position, ils vont devoir eux-mêmes, pour se hedger, avoir augmenté leur exposition en futur et donc arbitrer et faire en sorte, en fonction de ce niveau atteint ou pas, eh bien, d'équilibrer les positions. Donc plus on va avancer, toutes choses égales par ailleurs, même si le marché ne bouge pas, plus ils vont devoir, pour avoir des positions neutres, avoir des expositions importantes, notamment en futur. Mais si en plus on passe des niveaux techniques, eh bien ces positions elles sont encore accentuées, ce qui peut donc elles sont encore plus importantes, ce qui peut accentuer effectivement ces mouvements, ce qui veut dire qu'au débordement de niveau technique et notamment de niveau de prix d'exercice, eh bien il peut y avoir des accélérations. Pour l'instant, on n'en a pas franchement de risque. Les deux échéances précédentes, celle du mois c'était le mois on était en avril, donc mars et février, je vous avais indiqué que si on passait des niveaux, il n'y avait plus d'intérêt au-dessus et qu'on risquait d'accélérer. Là, ces niveaux-là, ils sont plus lointains. C'est au-delà du 8200, 250, on n'y est pas encore. Et manifestement, le marché a donné un signe de coup d'arrêt dans la tendance. Donc, il y a peu de chances qu'on ait ce même phénomène d'accélération et d'explosion haussière, mais sait-on jamais. Donc, c'est plutôt sur 8250 sur le CAC 40. En revanche, il y a effectivement des niveaux de support à préserver aussi. Et donc, si, au fur et à mesure que des publications ont lieu, comme des ventes au détail aujourd'hui, qui ont entraîné le marché un peu à la hausse, ça peut accentuer le mouvement pour ces considérations techniques. Donc, petit rappel, donc, les échéances des marchés dérivés n'entraînent pas nécessairement des mouvements ou des marchés plus volatiles ou plus erratiques, comme on le dit toujours. C'est plus que si on déborde des niveaux, ces contraintes techniques vont accentuer des mouvements. Voilà, pour le dire en simple et en clair. Donc, il faut le savoir et comprendre que cet aspect technique prévaut. Or, comme on entame une semaine bien intéressante et importante au niveau des publications, il risque d'y avoir pas mal d'arbitrage, donc on va aller regarder tout ça. Je n'oublie rien, vous avez le calendrier, vous avez les éléments. La volatilité est sortie par le haut d'un petit canal haussier, elle a déjà atteint la cible qu'on avait fixée ensemble, ou quasiment. Donc, on va voir si le mouvement peut se poursuivre ou s'il y a une invalidation. C'est vraiment un peu un scénario pile ou face sur ces niveaux-là. Moi, je penche encore une fois pour consolidation latérale avec des petites accélérations baissières possibles. Je ne vois pas le marché repartir très fort à la hausse dans ce contexte-là, même si individuellement, je vais arriver sur des titres, il peut y avoir des choses à faire. Alors, on va aller voir comme toujours, pour commencer, notre S&P qui vient d'ouvrir en hebdomadaire. Je vous propose ici. Alors, bon, un graphique un peu dense, mais j'ai laissé pas mal de niveaux pour d'autres opérations. Voilà, 5147 encore une fois préservé. C'est pour ça que je le garde ce niveau. Ouverture, on a ouvert à 5149,67, juste au-dessus du niveau. J'ai retracé le canal haussier, l'ancien, pour vous le laisser. On en est bien sorti, clairement, cette fois-ci. La semaine dernière, en baisse. Et on a préservé pile 5110,60 avec un plus bas à 5107,94. Donc niveau technique, toujours, c'est une consolidation très propre qui se passe en bon ordre. Et elle se passe d'autant mieux et de façon d'autant plus propre, je n'ai tradé encore, d'autant plus propre que vous le voyez ici, on a formé et on est en train de former un canal baissier qui est bien travaillé sur le S&P. Pardon, voilà, on a le S&P graphique en journalier. Je voulais vous donner une échelle qui soit bien lisible. S&P graphique en journalier. Alors j'ai laissé des niveaux en noir toujours parce que ce sont des niveaux qui sont maintenant importants. Celui-ci, on pourra le garder, mais 5229 est important. Marché hyper technique, on est allé chercher et permettre de valider ce canal baissier. Donc on est dans une séquence de consolidation avec maintenant une borne basse. Alors on a eu cette mèche ici, mais ici très bien travaillé une fois, deux fois, trois fois, et puis l'ouverture de cette bougie. Donc la borne haute du canal est très propre et elle nous permet d'aligner avec la borne basse et de créer cette borne basse. Donc un marché en consolidation. Le S&P est donc parfaitement à l'intérieur, au-delà du premier niveau de support. Alors je l'avais mis en rouge puisque on était en dessous en clôture. On ouvre on ouvre au-dessus pour cette séance. Donc c'est bien un support 5147 et on a bien été chercher le bas du range 5110,60 parfaitement et le bas du canal. Donc ça sont les niveaux à surveiller. Pour la séance, si on prend le bas du canal, c'est 5102,50. Le haut du canal et le niveau d'éventuelle réactivation haussière, c'est 5199,50.
On a la résistance à 5202,40 qui est bien, donc tant qu'on reste en dessous, on est en consolidation et ce sera plutôt des niveaux qu'on va exploiter pour vendre et aller chercher la consolidation complémentaire et peut-être bien revenir en bas de ce canal. Encore une fois, pas d'alerte avant 5110, c'est vraiment l'alerte de court terme avec dans ces cas-là un mouvement de consolidation qui pourrait se poursuivre en direction de la zone 5031-5057 et pourquoi pas un petit peu plus bas jusqu'autour des 4957 points. C'est un mouvement qui serait sain, encore une fois, après un mouvement haussier que je vous remontre ici, qui n'a pas connu de consolidation marquée depuis quelques temps. On est en train de valider un scénario qui ressemble énormément à celui de l'année dernière. On se souvient que le marché et les indices avaient payé d'octobre 2022 à mars-avril avant de consolider latéralement pendant des semaines à Paris, en Europe et puis jusqu'à faire un trou d'air à la fin du mois de septembre pour rebondir ensuite et recréer une dynamique haussière. Et pour l'instant, eh bien, on n'a qu'à espérer que cette consolidation se mette en place un peu plus vite, sinon on risque de s'ennuyer un petit peu sur le marché. Pour l'instant, c'est le chemin que ça prend, même si la consolidation est bien propre et canalisée. Mais encore une fois, les intérêts sont tels que, eh bien, on n'arrive pas à baisser. Les vendeurs bloqués se rachètent, les acheteurs qui voulaient acheter sur repli le font dès qu'on touche des points bas. Alors, sur le Nasdaq, je tente de rechercher des niveaux. On a peut-être cet énorme biseau qui se met en place avec ces points bas ici, donc qui pointerait jusque là, donc une consolidation qui pourrait durer longtemps. Bon, ça pointe jusqu'au mois de juillet. On va peut-être avoir d'autres éléments. La saison des publications va nous aider à en savoir plus. On zoomera jeudi prochain avant la publication des GAFAM sur les GAFAM individuellement. Mais pour l'instant, on est en consolidation clairement. On est dans une forme soit de triangle, soit de diamant, selon la façon dont on veut le voir. Le triangle, c'est plutôt continuation. Le diamant, c'est plutôt retournement. Mais pour l'instant, il n'y a rien de déterminé. On a toujours ce niveau de 18092 qui est préservé. Ça reste toujours un peu des arbitrages un peu en dents de scie. La borne haute, elle a été débordée la semaine dernière. C'est plus valable maintenant. On va supprimer ces niveaux-là, cette oblique. Elle doit se réajuster comme ça maintenant. Voilà, ça c'est plus propre. On a le point haut de jeudi dernier avec le point haut du 1er avril et l'ouverture du 21 mars. Ça nous donne une oblique correcte. Il faut repasser au-dessus de cette oblique et donc au-dessus de 18 337 pour envisager la réactivation haussière. Pour l'instant, on va travailler au sein de range qui fonctionne bien. 18 337 en haut, 17 809 en bas et encore 17 809, on n'est pas allé chercher depuis longtemps. On voit qu'on est collé au milieu, vraiment pas un niveau pour prendre des initiatives fortes. À la rupture de 18 092, on a 17 962. Si on rompt 17 962, ça peut accélérer un peu la baisse et valider une sortie baissière, aller chercher 17 144. Et de toute façon, on serait dans ces cas-là dans le range 17 314. Alors il dépasse un petit peu, 17 314 avec des extensions possibles à 17 282. Pourquoi pas, niveau de consolidation. Et puis toujours ce gap de janvier dernier, aussi important, qui pourrait être l'extension de la consolidation si elle se mettait en place. Pour l'instant, on est bloqué dans un range et l'extension haussière, c'est celle-ci. L'extension baissière, vous l'avez, 18 337, 18 868. L'extension baissière, c'est donc sorti par le bas sous 17 809 et dans ce cas-là, retour vers 17 314. On est vraiment dans une situation d'indécision. Encore une fois, il n'y a pas d'éléments beaucoup plus nets et marqués à donner pour l'instant, mais c'est assez propre graphiquement. Et puis voilà, vous avez cette oblique que j'ai laissée ici, niveau sur lequel on s'est appuyé une fois, deux fois. On a un tout petit peu enfoncé la semaine du 1er avril, et sur laquelle on s'est appuyé la semaine dernière encore une fois. Donc elle est pour moi, à mon sens, valable avec cette petite morsure dedans, mais pour l'instant, voilà, on est dans une indécision, dans un marché qui ne donne pas de tendance réelle, et puis on va retrouver ici notre niveau de triangle. Pour l'instant, on va voir donc sorti par le haut ou pas, pour l'instant c'est indéterminé, mais pas de faiblesse majeure clairement. Sur la volatilité qui est ici, on avait dit que la cible de la sortie du canal, on est repassé en zone d'optimisme, donc c'est-à-dire que les opérateurs ne sont plus complètement complaisants, ils se sont couverts un peu, ils ont pris la mesure du risque sur les marchés, et puis beaucoup moins d'optimisme du côté de la macro, puisque on est passé en peu de temps de 6 ou 7 baisses des taux en 2024 à 2 éventuellement, et pour l'instant le marché tient quand même extrêmement bien malgré ce changement de paradigme. Voilà. Alors on avait indiqué que si on sortait du canal par le haut, ce canal haussier qui est actif depuis plusieurs semaines, bien, la cible c'était 19,90 autour, 19,88, et on est allé à 19,30 de mémoire, 19,26, 19,30
plus haut 19,27. Donc on s'est approché de la cible. Alors est-ce que pour l'instant on revient tester la borne haute du canal haussier, toujours dans cette zone d'optimisme. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on va fixer un niveau de support ici à 16,20. Tant qu'on reste au-dessus de 16,20, les chances de repartir à la hausse sur le VIX et donc à la baisse sur les indices sont plus importantes. Pour l'instant, c'est le cas. Si on repasse sous 16,20, donc en volatilité, c'est que la volatilité se détend, les marchés repayent et probablement on peut accélérer. Alors attention, ce schéma-là, il peut être complètement faussé par l'échéance technique des marchés dérivés. Et comme on a approché de la cible idéale, et je vois pas vraiment, ça ne peut plus être un throwback, comme on a approché de la cible idéale, eh bien on a peut-être vu la fin de ce mouvement de semi-baisse pour l'instant. C'est vraiment, encore une fois, un peu indécis. J'aime bien avoir des scénarios privilégiés, j'aime bien vous donner des scénarios plus forts, mais là c'est vrai que les deux sont à envisager. Encore une fois, consolidation molle. Je ne vois pas d'alerte majeure et ni de raison de payer très fort non plus. On rappelle qu'en journalier, sur la volatilité, on a ce gap qui est resté ouvert, gap du 1er avril. Donc il y a aussi ce niveau-là à aller tester par la suite. Pour l'instant, on va fonctionner de cette façon-là. Tant qu'on est au-dessus de 16,28, on reste baissier sur les indices. Si on repasse au-delà, en dessous de 16,28 sur la volatilité, eh bien, possibilité de réaccélération haussière et d'aller chercher les hauts des ranges qu'on a indiqués précédemment. Sur l'Eurostoxx en journalier, eh bien, on entame une semaine d'échéance. Je vais décaler. Je me suis servi de l'Eurostoxx comme benchmark. Voilà, l'échéance, elle sera ici. On indiquait souvent que l'échéance était un point pivot, et puis je vous indiquais que la zone 4880-4915 serait probablement retestée. On avait un canal haussier dont on est sorti par le bas. On teste la borne basse du canal haussier. Est-ce que c'est un throwback pour réaccélérer à la baisse ou est-ce qu'il y a une réactivation haussière? On peut se poser la question. Je vais chercher une oblique baissière. Elle n'est pas propre, donc on va l'enlever. Maintenant, voilà, le niveau pivot, c'est de repasser sur l'Eurostoxx au-delà de 5036 pour la séance. Pour la séance de demain, ce sera, on va le réajuster contre un niveau de résistance, ce sera plus proche de 5038. Si on repasse au-dessus de 5038, c'est direction 5072 et puis pourquoi pas 5125, notre résistance majeure. Pour l'instant, on reste sous le gap qu'on a partiellement comblé ouvert le 5 avril. Alors, on l'a comblé ici entre la séance précédente, mais par rapport au gap qui a été ouvert ce jour-là, pas tout à fait. Tant qu'on reste en dessous, en clôture, on va dire de 5047, ça reste un gap de rupture et on reste en consolidation. Il faut vraiment repasser au-dessus en clôture et surtout 5072 pour réaccélérer à la hausse. Pour l'instant, pour moi, ce sont plutôt des opportunités pour alléger, prendre du bénéfice ou éventuellement prendre des stratégies baissières, encore une fois, en tenant compte des rebonds qui sont assez marqués et assez importants systématiquement. Donc voilà, l'alerte, hein, on l'avait remonté un peu. Notre alerte de court terme, elle va être reportée dans cette zone-là, 4880, 4915. Les alertes de moyen terme, c'est bien plus long, c'est bien plus loin maintenant. La zone, elle est située entre 4400 et 4505. On n'y est pas encore. Déjà, il faudrait que le marché veuille consolider. Si on dépasse la zone 5072, 5125, je l'envisage toujours dans ce marché qui a du mal à consolider. Au-delà de 5125, on réactive la dynamique et c'est 5250 en mire. Attention, encore une fois, à un marché qui pourrait latéraliser jusqu'à l'échéance et puis former un mouvement de consolidation. Je cherche toujours des figures de retournement, il n'y en a pas vraiment, mais on voit qu'il y a un pic, il y a un sommet ici. On ne peut pas encore parler à ce stade de figure de retournement, mais je vous rappelle que la semaine dernière, enfin il y a 10 jours, l'Eurostoxx avait formé un avalement baissier en hebdomadaire. Ça, c'est un signe coup d'arrêt dans la tendance, clairement. Même s'il y a des rebonds, eh bien, pour l'instant, il faut vraiment se réinstaller au-dessus de ces niveaux-là pour activer quoi que ce soit. On n'y est pas encore. Sur le futur CAC 40, on va zoomer en 14 heures. Là, on évoluait au sein d'un canal baissier qui a été débordé en fin de semaine, faux débordement en fin de semaine. Réintégration, on n'est pas allé chercher parfaitement la borne basse, on rebondit, donc bon, il est plus très pertinent, même si en intraday on voit qu'il le teste, donc je vais l'enlever. Voilà pourquoi j'aime pas tellement les obliques, parce qu'elles fonctionnent très bien,
jusqu'au moment où on les repère bien et où là le marché joue avec. Donc le biseau et la tentative de rebond sont évidemment remises en cause. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas rebondir, mais en tout cas la structure graphique n'est plus valable. On est pour moi bloqué entre 7980 et 8121. Ça sont les niveaux qu'on a de la semaine dernière. Alors même si on a été un petit peu cherché au-dessus, 5130,5 aujourd'hui, on est rapidement repassé en dessous. Pour nous, c'est un niveau qu'on a exploité pour se repositionner à la baisse et faire des petits écarts baissiers. Le range, c'est 7981, 8121. Si on repasse au-dessus de cette zone, 8121, pourquoi pas 8146, mais 8121 est maintenant vraiment un plafond de verre. Hein. On a buté ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois maintenant aujourd'hui. Et bien, si on repasse au-dessus en clôture, là, on pourrait imaginer un retour dans une zone qu'on peut considérer comme zone de neutralité. 8121, 8242. Caler ça, et là ça n'est neutralité que jusqu'à 8242. Pour moi c'est vraiment un niveau de neutralité des prix. Là c'est tendance plutôt baissière et niveau d'alerte de court terme qui nous permettrait d'accélérer un peu plus bas, d'aller chercher 7817, pourquoi pas des extensions, 7776. On n'y est pas encore, mais ce sont des niveaux qu'on envisage de voir dans les jours, dans les semaines qui viennent, à la rupture de 7980 qui est maintenant bien identifié par le marché. Alors est-ce qu'on va réajuster un peu notre range? J'attends un peu de le faire. Pour l'instant, 980 fonctionne bien, même si on a été voir un petit peu en dessous vendredi. Pour l'instant, on trouve toujours des forces de rappel. Le marché joue ces arbitrages, ces écarts-là. Ouais, non, on va regarder 81 pour l'instant. On verra si on y revient. En tout cas, retour sous 8054, accélération en direction de 7981, sous 7981, alerte déclenchée, et surtout si c'est en clôture pour aller chercher les extensions. Encore une fois, on voit que le marché est assez indécis, des mèches pour l'instant plutôt hautes. Il y a eu des mèches basses ici, mais récemment c'était plutôt des mèches hautes qu'on trouve, donc prudence. Alors, sur les indices, voilà ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer tout de suite un panier de valeurs sur le secteur du luxe. Je le cherche, pardon, je n'avais pas prévu de vous le montrer aujourd'hui, donc je vous demande un petit instant. Voilà, Amundi Global Luxe. Alors voilà, il sous-performe clairement. On est ici sur un ETF luxe en hebdomadaire. Je vais vous montrer un critère que j'aime bien utiliser. Alerte déclenchée. Ah, une alerte qui se déclenche pendant qu'on se parle. Donc c'est l'indice de force relative. La force relative, ça permet de connaître la force d'un secteur. Alors, encore une fois, en analyse graphique, on ajoute... pardon, je fais deux choses en même temps. Je vous parle et je cherche un indicateur, ça ne va pas fonctionner. Force relative... Et là. Alors là, j'ai la force relative avec... on va le mettre avec l'Eurostoxx. C'est notre benchmark européen. Vous voyez, la force relative, qu'est-ce qu'elle indique? Elle permet de comprendre... l'analyse graphique n'essaye pas d'anticiper toujours, en tout cas ce qui va se passer sur le marché, on tente de le faire, mais c'est plutôt quelque chose de probabiliste, et puis on va aller chercher ce que font les grosses mains du marché. La force relative est un outil extraordinaire pour le faire, parce qu'elle permet de façon objective de voir quel secteur, quel actif surperforme par rapport à un autre, et il est clair maintenant que le secteur du luxe globalement sous-performe depuis plusieurs semaines. Je vais enlever ma caméra et vous allez mieux le voir. Sous-performe par rapport aux autres secteurs depuis plusieurs mois maintenant, puisque cette ligne qui compare l'Eurostoxx à un secteur est en baisse nettement. Donc ça indique bien que les grosses mains du marché sont toujours friands peut-être, mais beaucoup moins du secteur du luxe. Et c'est ce qui laisse à penser qu'il y a un petit risque de ce côté-là. C'est ce qui nous permettait de valider et de confirmer notre stratégie baissière, notamment sur L'Oréal qu'on avait indiqué. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas d'alerte majeure. On a des petits rebonds qui se mettent en place. Je voulais vous en montrer un autre ETF sur le luxe où c'était plus parlant. Est-ce que c'est celui-ci ? Non, ça c'est un iShare World. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez ici un secteur. Alors là, on est en hebdomadaire. Je vais le remettre en journalier. Voilà. Et donc ça représente
en partie le secteur du luxe, c'est un code PHG, et donc on voit qu'il est sous-performant aussi, hein, clairement, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est plus le secteur qui a autant le vent en poupe qu'il ne l'avait. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des valeurs qui se portent bien, Hermès est toujours forte, et voilà, mais sur d'autres c'est moins le cas. Donc attention aux publications des valeurs du luxe demain et du rebond qu'on constate aujourd'hui sur LVMH. On peut aller faire un tour sur le titre puisque c'est la veille de la publication. Le rebond derrière il est moins important, et regardez, on a cette figure qu'on évoquait ensemble, LVMH, donc ça c'est un graphique, et vous voyez qu'elle elle sous-performe LVMH, hein, depuis mars dernier, elle qui était en surperformance, puis en ligne avec le CAC 40, elle est sous-performante maintenant. Alors est-ce qu'elle tente de reperformer ou pas? Nous on avait identifié, et je vais indiquer le nom LVMH en journalier. Voilà le titre. Voilà, ici, parfait. LVMH en journalier, je sais qu'il y en a qui suivent et qui regardent les niveaux, qui n'ont pas le son. Pardon, j'en profite pour remettre à jour mes supports. J'avais pas prévu de vous la montrer aujourd'hui, mais c'est intéressant parce qu'elle publie demain. Donc, voilà les niveaux qu'on va surveiller. Pour moi, il y avait cette éventuelle épaule, tête, épaule, qui donnait comme cible le niveau de 739,80. Elle a rebondi tout à l'heure, et puis vous voyez que la baisse est moins importante, un 84 de hausse maintenant, mais on a buté contre cette oblique, donc ça va être clairement ce niveau-là, et le niveau du gap, hein, qui a été ouvert le 5 avril, et bien ce niveau du gap va être le niveau de retournement sur le titre. Décidément, c'est le moment des alertes. Je vais les couper, ça ne nous gênera pas. Voilà, donc retournement, et retournement un peu sur les indices aussi, on le voit d'ailleurs depuis qu'on a commencé à se parler. Il est maintenant 16h12. Donc la cible idéale, on l'a dit, c'est la duplication de cette figure, hein, que vous avez ici, là, par le bas, et ça nous donne cette cible qu'on a indiquée tout à l'heure, à 739,40. Donc c'est peut-être pas fini pour la consolidation sur le luxe, on verra. Si en revanche on passe le haut du gap et qu'on se réinstalle au-dessus de 810,40, 816 sur LVMH, on repart à la hausse, et dans ce cas-là on peut aller chercher, pourquoi pas, 850, et puis 865,60 et 885,40. Les tops historiques du titre, est-ce qu'on aura du momentum pour là au-dessus? J'en suis pas certain, encore une fois, ça reste pour l'instant baissier, et le rebond du jour était manifestement ce qu'on appelle un pullback, sauf qu'on est déjà allé chercher très loin dans la figure, donc ça me paraît gros comme pullback, puisque si la cible eh bien, est ici, on fait déjà près de la moitié du chemin baissier, ça paraît beaucoup comme throwback, comme pullback aussi, mais sait-on jamais, le marché est un peu indécis pour l'instant, donc sinon c'est qu'on va un peu plus bas sur le titre. Attention, et tentative de retour en surperformance, pour l'instant, ça n'est pas avéré. Alors voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Je voulais vous montrer quelques titres. On a Eramet qui est en train de tenter une sortie haussière. Alors un double ou triple appui selon la façon dont on veut le voir depuis août 2023, octobre 2023 et puis en février dernier. Sur le niveau de support majeur, je vais enlever la force relative. Pardon. Fermé. Voilà. Donc sur le niveau de support majeur à voilà, vous l'avez ici, pardon, par exemple 59,70, et cette ligne de coût qui est située à 75,20 ici, on tente de déborder ce niveau là, ça accumule en dessous, c'est une belle boîte Hermès qui a des problèmes liés à la géopolitique, et ce qui fait que c'est un titre très compliqué à travailler. Systématiquement, on a connu des trous d'air liés à notamment des secousses récemment géopolitiques au Gabon, donc attention, mais si elle passe 75,20, la duplication de ce double et la validation de ce double bottom, et on a en mire ce niveau intéressant de 90,30, donc un niveau intéressant, si peut-être pas le timing idéal pour rentrer sur le titre, mais en tout cas si elle s'installe au-dessus de cette résistance à 75,20 en clôture, voilà le premier niveau, la résistance et niveau majeur. On pourrait même avoir des extensions, pour l'instant on n'y est pas, mais un titre que je voulais vous montrer parce que effectivement c'est une belle société, même si on a du mal à la travailler à cause de la volatilité liée à ces éléments-là. Je voulais vous montrer de Richebourg.
On l'avait évoqué ensemble il y a quelques temps. Elle a été chercher une cible de vague de Wolf. 1, 2, 3, 4 rebonds. 5, on était repassé. Et quand on a revalidé, on est allé chercher le lien entre la vague 1 et la vague 4. Et on est pile allé tester notre cible de la vague de Wolf. Pour vous dire qu'elle fonctionne très bien, ces vagues de Wolf. Donc il faut apprendre à les repérer. 1, 2, 3, 4, 5. On réintègre. Et vous voyez, même s'il y a eu ensuite un trou d'air, un retour sur le support, on est bien allé chercher le lien entre la vague 1 et la vague 4. Et c'est bien ici, c'est pas nulle part que le titre a rebondi. On voit bien que c'est pas un hasard. Cette oblique, elle a été bien identifiée par le marché. Pour l'instant, il va falloir reconstruire, mais c'était un petit niveau que je vais vous montrer, parce qu'on avait eu des vagues de Wolf encore récemment qui n'avaient pas toutes fonctionné, même si celle de Valeo s'était comportée parfaitement. Et justement, à ce propos, alors ça c'est un peu plus compliqué, c'est un titre qui a du mal en ce moment, mais Guillemot, elle en forme une aussi, vague de Wolf, depuis longtemps maintenant. J'ai pris des graphiques simplifiés, mais je voulais vous montrer des idées sur le marché. Voilà. Guillemot, vague 1 de baisse, 2 de rebond. Pardon, je me suis perdu dans le décompte. Malgré l'habitude, 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond. C'est pas celle-là non plus. Et ben écoutez, autant pour moi, je la referai en propre. Je vais pas la chercher maintenant. Ah oui, si c'était celle-là, et elle a déjà été validée en fait, autant pour moi. 1, 4, et elle a été testée ici. Voilà. Donc c'était ça. 1, 2, pardon, 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5, on a validé, on repasse, et on a bien été chercher l'oblique ici. Encore une fois, elle a fonctionné, mais elle a déjà atteint son objectif assez rapidement. Elle n'était pas énorme. Bref, donc c'était un peu tard. Autant pour moi, c'était pas intéressant. Et en plus, j'ai mis du temps à vous la montrer. Pardonnez-moi, je suis allé un peu vite sur celle-ci. On va aller voir Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, je la regarde parce qu'elle publie le 25 avril. Donc, dans pas longtemps. C'est un titre qui qui revient sur un niveau de support majeur après avoir fait un parcours haussier intéressant. Alors on lui reproche d'être un petit peu cher à ce titre, mais dans un marché compliqué, pourquoi pas. Elle revient sur ce niveau de 39,25, c'est toute une zone d'intérêt qui a été travaillée ici. On avait accéléré à la hausse, revenu sous des niveaux de support importants, notamment 45,12, et puis 42,58, 39,25 et la zone 37,50, 39,25 commence à faire qu'on peut regarder le titre. Et j'ai détecté ce possible biseau. Alors j'ai proposé un niveau de stop sur le titre, bien testé ici une fois, deux fois, et pas là la troisième fois, donc peut-être un niveau à surveiller. Donc si on arrive à déborder 40,23, eh bien un niveau, une réactivation haussière en direction du haut du biseau, c'est-à-dire 42,94 environ. On n'a pas beaucoup plus de momentum pour l'instant, c'est plus un niveau et des publications bientôt, mais un titre qui voilà, est une grosse capitalisation et qui revient sur un niveau de support intéressant. On n'insistera pas sous 37,50, ça ce serait vraiment la zone 36,50, 37,50 serait vraiment la zone stop, parce qu'on risque de revenir sur le bas du range et sera appuyé sur 34,60 à ce moment-là. Donc moins intéressant sur le titre, même si ce sont des niveaux de long terme. Donc une zone d'accumulation sur Dassault qui peut être observée, même si le signal haussier n'est pas encore confirmé ou pas encore donné. Alors il y a une toute petite valeur, mais qui est à surveiller, c'est Hydrogène de France. On en avait parlé sur BFM, j'avais commencé à faire l'analyse et puis on n'avait pas pu y aller jusqu'au bout. C'est un titre qui ne fait que baisser depuis son introduction, mais il y a eu un coup d'arrêt dans la baisse entre 6,40 et 8. Cette zone-là est donc une zone de range. Et en hebdomadaire, on a ce canal baissier qui s'était mis en place, assez propre, et qui a été testé et qui est peut-être en passe d'être débordé en hebdomadaire. En tout cas, le marché l'a bien observé ce matin. Alors je reviens en journalier, mais Hydrogène de France, qui en journalier, ça n'est pas confirmé, eh bien tente de déborder cette oblique qui est active depuis quelques temps maintenant. S'il faudrait passer 8 pour accélérer, aller chercher 9,63, 9,89, encore une fois, c'est un peu mitigé comme signal, mais il y a eu un coup d'arrêt sur un titre eh bien, qui est peut-être en retard, donc à surveiller sous 6,40. Le scénario de rebond est largement invalidé et on risque d'accélérer à la baisse et d'aller chercher dans ces cas-là 4,81, donc on n'insistera pas. Je voulais vous montrer Katana. Il y a plutôt des petites valeurs aujourd'hui.
Alors, Katana, elle tente de s'extraire de son range 4,49, 4,95. On a cru qu'elle sortait la semaine dernière. Réintégration, c'est pas un super bon signal pour l'instant. Il va falloir voir si on repasse sous le niveau de 4,72. Ce sera retour probable vers 4,49, donc invalidation du signal en dynamique. À moyen long terme, en tout cas, on a touché des niveaux et il y a peut-être quelque chose qui se met en place. En tout cas, on a arrêté de baisser contre 4,49. Il faut vraiment passer 5,15, 4,95 puis 5,15 pour considérer, en clôture, pour considérer qu'on réactive la dynamique haussière qui est un peu en panne pour l'instant. Donc peut-être une dernière jambe de baisse avant de repartir. Pour l'instant, c'est un peu en train d'invalider notre scénario haussier et la tentative de sortie du biseau qu'on avait pourtant bien identifié, que le marché a bien identifié d'ailleurs. Et je regarde si c'était tout d'assaut. On a eu le luxe. Ah, je voulais vous montrer l'euro-dollar. On avait évoqué une possible sortie puissante sur l'euro-dollar. Eh bien, l'euro est en train de sortir par le bas du range au sein duquel il évolue depuis le mois de novembre 2023. Rupture de 1,0695. On s'installe en dessous. Il y a des chances de continuer à chercher 1,0515. Sous 1,0515, on rappelle que l'accélération, elle reviendrait vers la parité, probablement autour. Donc, signal baissier et rupture de ce diamant de long terme par le bas sur l'euro. Évidemment, la contrepartie, c'est que le dollar index était dans une structure aussi équivalente et qu'il en sort puissamment par le haut et bien la semaine dernière. Donc, on a un signal haussier qui est déclenché au-delà de 1,0395 sur le dollar qui devrait donc aller chercher 1,0795. Si on déborde 1,0795, là, on repart franchement à la hausse. Pour l'instant, c'est plutôt un canal haussier qui est en place. Borne haute, basse, haute, basse. Et donc, la cible 1,0795, invalidation si on repasse sous 1,0395 à court terme et invalidation sous 101,02 à moyen terme. Et puis, elle met fin aussi à une séquence baissière qui était active depuis le mois d'octobre 2022. Manifestement, on sort de ce canal baissier qu'on a ici dans l'autre sens. Voilà les éléments que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. Donc une semaine qui va être intéressante, pas mal d'arbitrage sur les titres. Vous avez le calendrier au début de la vidéo et donc un intérêt moyen. Peut-être qu'on va tenir donc jusqu'à l'échéance des marchés dérivés dans cette zone de range avant de pouvoir consolider peut-être un peu plus. C'est souvent le pivot, on sait, cette échéance des marchés dérivés. Donc on va voir comment se comporte le marché avant, pendant et juste après cette fameuse échéance. Excellente semaine à toutes et à tous.